Merci. Nos amis directeurs d'agences urbaines, j'en vois quelques-uns au niveau de la salle. Merci, Si Fikret, Monsieur le Wali de la région, Monsieur le gouverneur directeur général de l'agence urbaine de Casablanca, Monsieur le président de l'association, Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de cette problématique sous un angle spécifique. Cet angle est dicté par un vécu, une expérience, un retour sur expérience de moi personnel en tant que praticien de la planification urbaine et de la confection des outils de planification urbaine. Et donc, vous allez comprendre que mon intervention va essayer de faire une sorte d'effet miroir avec tout ce qui a été dit comme principe, comme attente, et ce que aujourd'hui sont les outils de planification urbaine et à quoi nous aspirons par rapport à ces outils dans l'avenir pour être justement en mesure d'accompagner ces grands chantiers de réforme, je dirais même de changement de paradigme à opérer en la matière. Alors, j'ai envisagé d'articuler mon intervention en 3 temps, en 3 moments. Le premier, c'est un état de fait. Ça a été largement rappelé par Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, qui est le fait que la transition urbaine aujourd'hui, certes, est un phénomène mondial, mais c'est plus que jamais une réalité marocaine. Et le deuxième de temps qui reste, c'est d'abord un retour sur expérience. Quel enseignement, après un siècle de planification urbaine, je dirais moderne au Maroc, parce que le Maroc est un pays, comme ça a été rappelé, traditionnellement de planification urbaine, même avant le siècle dernier, et puis quelques pistes corroborées par quelques exemples, quelques bonnes pratiques exercées par les agences urbaines sur ce que devrait devenir la planification urbaine de demain. Alors, concernant la transition urbaine, il y a un certain nombre de données qui ont été avancées. En 2100, c'est 85% de la population mondiale qui va vivre en ville. En 2050, déjà, c'est 66%, à moitié aujourd'hui. Que l'essentiel des richesses sont créées au niveau des villes, et surtout dans les grandes villes, dans les grandes aires métropolitaines, mais surtout que la planification urbaine, et selon les organisations internationales, est un vecteur de résilience, et l'absence de planification urbaine constitue aujourd'hui un grand facteur de risque qui peut altérer notre approche anticipative et qui peut donc sacrifier la cohérence territoriale à laquelle nous aspirons. Le Maroc est fort d'un maillage urbain, d'un système urbain assez riche, assez diversifié, avec 278 communes urbaines, avec 74 centres délimités. Tout ça se développe uniquement sur 2% du territoire national, mais concentre 65% de la population en comptabilisant la population urbaine et périurbaine. C'est une multiplication fois 6 depuis 1960 de la population urbaine, et 58% de cette population vit dans les 8 grandes terres métropolitaines que compte le pays. Bien sûr, avec des phénomènes de littoralisation accentués et avec une répartition assez diversifiée au niveau du territoire national. Donc, en termes économiques, d'après toutes les sources consolidées, les aires urbaines concentrent 43% de la population active, produisent 75% du PIB et concentrent 70% des investissements publics et privés dans le pays, avec des impacts clairs, notoires,
sur la structure de consommation d'énergie. Je ne vais pas rappeler les chiffres, ils ont été déjà évoqués, et sur un impact et un besoin accentué en mobilité et en transport, notamment au niveau des aires métropolitaines. Donc, aujourd'hui, les aires urbaines sont dans une sorte de dilemme. Ils sont à la fois le moteur de la croissance économique du pays, mais les lieux de concentration des risques sociaux, avec tout ce qu'on vit en tant que fragilité socio-économique et d'éléments de fragmentation spatiale, mais aussi et surtout des lieux de concentration des risques environnementaux. Je pense que toutes les interventions précédentes ont mis l'accent sur ces aspects-là. Maintenant, après ce bref aperçu sur le contexte général de l'urbanisation au Maroc, je vais directement passer vers le vif du sujet qui est les outils de planification urbaine aujourd'hui que nous produisons et ce système de planification urbaine qui est là depuis un certain nombre de temps. Quel enseignement on peut tirer de cette expérience? Un petit rappel de notre système de planification urbaine. Et spécifiquement de ces outils, j'ai jugé opportun d'intégrer ce rappel pour un peu clarifier les choses, surtout pour les gens qui ne sont pas directement liés à la question. Bien, donc un SRAT, on a les SRAT qui sont aujourd'hui les documents d'aménagement territoire, qui sont des documents constitutionnels, qui sont des documents d'orientation territoriale, et dont le processus aujourd'hui d'élaboration, je m'excuse la coquille, est un processus totalement décentralisé. Il est élaboré au niveau des régions, et je pense qu'aujourd'hui, toutes les régions du pays disposent de leur schéma régional d'aménagement du territoire. C'est un document d'orientation générale qui, certes, ne se place pas en ordre hiérarchique par rapport aux autres documents d'urbanisme, mais qui est visiblement une source majeure d'inspiration, et il y a une orientation à chercher entre ces strates qui est la planification territoriale et la planification urbaine. Les outils de planification urbaine, si on veut faire court, se classent en deux strates différenciées. Une strate stratégique, qui est donc incarnée par les schémas directeurs d'aménagement urbain, et une strate, on va dire réglementaire, voire opérationnelle, qui est incarnée par les plans d'aménagement et par les plans de développement des agglomérations rurales, avec un certain nombre de documents qui, même s'ils n'ont pas de base juridique claire, sont venus au fil de la pratique pour renforcer notre système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un système hybride. Qui est d'une part centralisé et d'autre part décentralisé. Dans la première strate, qui est celle de la planification stratégique, le curseur penche plutôt vers le niveau central, puisque, dans la majorité des cas, l'initiative, les processus d'élaboration et d'approbation sont suivis beaucoup plus par le niveau central que pour le niveau local. Mais dès lors qu'on descend au niveau opérationnel et au niveau réglementaire, la vapeur s'inverse avec des plans d'aménagement qui sont élaborés, suivis à l'initiative des agences urbaines, où la gouvernance locale suit tout le processus d'élaboration et de validation, où la participation citoyenne est incarnée jusque-là par la phase enquête publique avec certaines innovations qui ont introduites tout au long de la procédure sous forme d'ateliers de concertation et sous forme de plateformes numériques de concertation. Et donc la mise en œuvre est clairement aujourd'hui affectée de par la loi organique sur les communes au niveau communal. Donc c'est un petit peu le schéma qui a été complété par un ensemble de documents tels que les schémas de structure, tels que des plans spécifiques comme les plans verts, les plans d'urbanisme commercial,
tels que le plan de restructuration et de requalification des tissus non réglementaires. Les acquis. Comme j'ai dit, le Maroc est un pays de tradition ancestrale en matière de composition et de planification urbaine. On a réussi à produire un certain nombre de merveilles de par l'histoire à travers nos médinas qui constituaient des systèmes de fonctionnement urbain, de composition urbaine assez spécifiques et assez ingénieux. Mais depuis un siècle, depuis que le cadre juridique actuel est là, il y a quand même un certain nombre d'acquis. On a produit plus que 2000 documents d'urbanisme depuis 1997. À travers ces documents, il y a eu une ouverture de centaines d'hectares à l'urbanisation et il y avait la constitution de réserves foncières importantes pour recevoir tous les équipements publics et tous les projets de développement, que ce soit en termes de zones d'activité, etc. Parmi les acquis, c'est qu'on s'est dirigé petit à petit, on a renforcé ce lien, cette corrélation entre les projets urbains et la planification urbaine. Donc, les documents d'urbanisme, les schémas directeurs ont pu orienter les politiques publiques à travers une territorialisation des grands projets urbains au niveau national, avec des orientations claires en matière de développement territorial. Il y a eu une expertise confirmée qui s'est constituée chez les agences urbaines, mais aussi chez les autres acteurs en termes de planification urbaine et de confection des documents d'urbanisme. Il y a eu certains modèles de gouvernance dédiés qui ont émergé et qui ont permis la réalisation d'un certain nombre de grands projets urbains grâce à un lien intime qui a été établi entre l'aménagement urbain, l'aménagement foncier et la planification urbaine, et toute la génération des projets, Martika, Bourgreg et j'en passe, sont des émanations de cette démarche qui a permis de faire émerger des champions nationaux en la matière, à l'image de l'ECP, à l'image de la CDG, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui que globalement, ce système tel qu'il est pratiqué est un système qui peut être dit est un système en fin de cycle. C'est un système en fin de cycle puisque c'est un système qui est, et comme ça a été souligné, se trouve souvent en décalage par rapport à l'évolution des territoires et des institutions, qui n'arrive pas tout le temps à prendre en compte la complexité et la multiplicité des acteurs et des problématiques qu'a souligné Seydou Walim Shkouran tout à l'heure. Certaines problématiques, d'abord le problème du contenu, où on taxe souvent les documents de planification urbaine du fait de la rigidité, d'être trop dans le détail, de ne pas privilégier la créativité, de ne pas accompagner l'évolution continue et inéluctable des phénomènes urbains. On les a aussi taxés de l'absence d'instruments opérationnels qui peuvent garantir la mise en œuvre des orientations arrêtées au moment de la planification, et donc d'une séparation, d'une sorte de travail en silo entre le temps de la planification et le temps de la mise en œuvre. Et parfois, de choix, d'ouverture à l'urbanisation, on va dire démesurés, qui peuvent coûter cher à la puissance publique et ne pas être efficients en termes d'allocation des ressources financières. C'est des échelles où il n'y a pas de... C'est des documents où généralement il n'y a pas de différenciation d'échelle, où les différentes échelles ne sont pas prises à juste titre, l'échelle métropolitaine, l'échelle des villes intermédiaires, l'échelle des centres urbains émergents, etc., avec des grands questionnements sur la prise en compte du facteur foncier et le fait que ces documents réussissent à donc asseoir les bases d'une équité foncière, à utiliser d'une manière efficiente le facteur foncier qui est le soubassement nécessaire
de tout acte de planifier. En termes de gouvernance, ça a été rappelé, la lenteur des délais, la lenteur des procédures, le fait que les missions ne sont pas toujours claires, ne sont pas toujours bien réparties, et que ça vient aussi du fait qu'on a des difficultés en matière de suivi et d'évaluation des documents qui vient du fait que c'est pas clair, qu'il n'est pas clair qui fait quoi, la question qui fait quoi n'est pas trop claire, et quelles sont les missions et les responsabilités de chaque partie prenante dans ce processus d'élaboration. Et donc, on est toujours à la recherche de ces mécanismes pertinents qui vont nous permettre de mettre en pratique une gouvernance transversale qui permet une interférence en bonne intelligence entre les différents acteurs. Sans parler des questions de financement, c'est un long débat. Aujourd'hui, est-ce que nos outils de financement, est-ce que les dispositions réglementaires qui ont été édictées par la loi 2590, par la loi sur les expropriations, par les taxations, les différentes taxations, arrivent à prendre en charge les coûts d'urbanisation, qui sont des coûts élevés, les coûts d'ORCIT, les coûts d'équipements publics et d'infrastructures, les coûts d'aménagement d'espaces publics, corrélés à une hausse effrénée des valeurs foncières au niveau de nos villes et à un diminution de plus en plus accentué des réserves foncières des pouvoirs publics. Que faire? En premier. Alors, c'était un bref aperçu d'un petit peu ce qui se dit couramment, la synthèse de ce que nous reprochons à notre système actuel. Et il y en a d'autres axes qu'on pouvait aborder, mais je me suis limité à, disons, le plus courant de ce qu'on généralement on évoque lorsqu'on aborde cette question de planification urbaine. Alors, que faire? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, on a des chantiers de réforme à accompagner. Même en termes conjoncturels, et en se limitant uniquement à l'aspect économique, on a des objectifs clairs aujourd'hui. Il y a le nouveau modèle de développement qui parle de l'amélioration de la compétitivité, de la contribution forte du secteur privé au développement et de la nécessité d'un cadre d'investissement attractif, incitatif et diversifié. Il y a le programme gouvernemental qui a fixé des objectifs clairs, 4 points de croissance, 1 million d'emplois. Et il y a la charte d'investissement avec comme idée force d'inverser la tendance, donc de passer de 1 tiers, 2 tiers à 2 tiers, 1 tiers en termes d'investissement public et privé. Donc c'est quelques chantiers qui sont là, qui sont sur la table et qu'il va falloir accompagner là tout de suite. Alors, sur ce diapo, j'ai essayé un petit peu de résumer l'essentiel des attentes, des débats et des idées qui sont sur la place publique par rapport à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont largement partagés. Et il y a un certain nombre de principes qui sont aussi tout le temps évoqués. C'est le fait que notre système de planification territoriale rénové doit prendre en considération les différents enjeux, échelles, vocations et spécificités des territoires. Il doit prévoir la souplesse, l'adaptabilité, l'inclusion sociale, l'attractivité, l'anticipation, l'innovation et la durabilité. Il doit fédérer les acteurs
dans une logique de convergence. Il doit accompagner opérationnellement, d'une manière opérationnelle, les nouveaux défis. Et il doit valoriser le capital d'expertise et il doit promouvoir une ingénierie territoriale au service des territoires. Alors, comment aborder ces questions-là à 3 niveaux, à mon sens, qui résument un peu la situation. 3 niveaux sont le niveau du contenu, des échelles, de la gouvernance, et après un niveau qui est fédérateur, qui est celui de la mise en œuvre. Alors, en termes de contenu, on est aujourd'hui appelé à produire des documents qui répondent à différentes strates d'attente. Pour les collectivités territoriales, produire une vision territoriale, claire, visible, qui alimente les documents de programmation des différentes collectivités territoriales. Aux investisseurs, une offre territoriale claire, riche, diversifiée, qui peut répondre aux enjeux et aux attentes. Aux citoyens, un cadre de vie et des espaces publics de qualité. Ça a été dit, l'après-Covid, le Covid nous l'a largement appris. Aujourd'hui, il y a de vrais changements de paradigme en termes de planification urbaine. Le premier, c'est qu'on doit se soucier autant du vide que du construit, ou plus du vide, qui est l'espace public, que du construit. Car l'espace public est le lieu d'incarnation par excellence de la mixité sociale et de la lutte contre l'inclusion sociale. Et aussi, un autre niveau, c'est les grands projets d'intérêt national et régional qui sont décisifs pour le développement de ce pays et qui doivent disposer d'un contenu approprié, d'un cadre approprié et d'une démarche spécifique. Aujourd'hui, comme vous le savez, notre système aborde le petit lotissement de 2 parcelles de la même manière exactement qu'il aborde une ville nouvelle ou une zone de développement portuaire, etc. C'est le même régime juridique, c'est les mêmes outils de planification, et donc c'est là aussi un point de contenu important à prévoir. Le changement de paradigme concerne aussi beaucoup de concepts. Ça a été dit, et j'aimerais réagir par rapport à la question de densité qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, l'idée est de proposer un mode d'aménagement par densité comme un indicateur de production quantitative et qualitative de l'espace. Et aujourd'hui, la densité, le changement de paradigme réside dans le fait qu'on n'est pas toujours dans une réglementation qui définit des seuils maximaux de densité. On peut aujourd'hui, dans certaines zones, bien au contraire, prévoir des seuils minimaux de densité, parce que la ville en a besoin. Ceci étant dit, c'est des questions à traiter en fonction des spécificités territoriales et des contextes territoriaux. On a parlé de hauteur, je vous assure qu'au niveau de mon territoire, les doléances que j'ai aujourd'hui, dans pas mal d'endroits, est de plutôt baisser la hauteur plutôt que de l'augmenter. Donc il y a des lectures multiples qu'on doit opérer à ce niveau-là. J'ai choisi de vous présenter, pour élucider ce changement de paradigme, 2 bonnes pratiques d'agences urbaines pionnières au niveau national. La première, c'est ce concept qui consiste à planifier les temporalités. Donc, on a représenté sur ce graphique, d'une part, la flexibilité des dispositions et d'autre part, les différentes temporalités inhérentes à la planification urbaine. Vous allez voir qu'on évolue de ce côté-là. C'est ça ? Et vous voyez,
c'est bon. Et vous voyez qu'on évolue d'un urbanisme réglementaire à un urbanisme négocié en fonction des contextes. Et de l'autre côté, on a différentes temporalités. Et du coup, lorsqu'on est dans des zones engagées, dans des zones consolidées de la ville, où il n'y a pas, disons, d'options fortes et majeures à injecter, on est dans l'urbanisme réglementaire classique, dans une implantation, dans des règles de constructibilité fixes. Et au fil de l'eau, on évolue. Si on est dans des zones en cours de valorisation, on est appelé à injecter de nouvelles fonctions urbaines. Et à ce moment-là, on peut parler de mesures incitatives, et donc on passe à un autre mode qui est l'urbanisme incitatif. Si on est dans des zones de renouvellement urbain, c'est-à-dire des zones qui ont perdu leur vocation urbaine, pour lesquelles une ancienne friche industrielle ou quelque chose comme ça, on doit capter de nouvelles fonctions pour ces zones. Et c'est à ce moment-là, on gagne une strate, c'est celle de l'urbanisme opérationnel. On est d'une zone de détail limité, avec des règles générales en matière de hauteur, cos et cus, et sans aborder d'autres détails pour laisser le projet de renouvellement urbain s'exprimer. Si on est dans les zones de projets urbains, il y a de projets urbains qui sont en cours d'exécution qui vont être exécutés par la puissance publique ou par le privé. On est dans des pôles qu'il faut négocier à l'échelle métropolitaine et à une mixité beaucoup plus grande des fonctions. Et à ce moment-là, on est dans des zones projets qui doivent être réglementées uniquement par les objectifs et les principes d'aménagement. Dernier niveau, c'est la vocation générale et les critères d'ouverture à l'urbanisation qui, eux, s'appliquent aux zones d'extension urbaine en termes de périodicité, en termes de mode d'ouverture, en termes de mode de financement de l'ouverture, en termes de vocation générale que doivent avoir des zones. Donc, vous voyez que c'est un schéma qui prend en compte le poids territorial et l'importance des stratégies pour pouvoir asseoir les bases d'une planification urbaine. Et je remercie vivement l'équipe de l'agence urbaine de Rabat-Salé qui a travaillé sur cette représentation. Autre chose, un cas innovant qui a été initié à Casablanca il y a 3 ans, qui est en train de faire son chemin un peu partout au Maroc, qui est le principe de la règle fixe et de la règle alternative. Et on liste un certain nombre de critères pour lesquels des bonus de constructibilité sont octroyés. Et vous voyez, en lisant les critères, qu'on tient en compte d'un certain nombre d'aspects qu'on a discutés ce matin. Donc la durabilité, à travers la perméabilité des sols, à travers l'efficacité énergétique, à travers les techniques alternatives de collecte des eaux pluviales, etc. Il y a l'accès aux équipements publics, il y a la mixité sociale et fonctionnelle, et il y a la qualité architecturale et urbaine, sans oublier des solutions innovantes en termes de stationnement. Et là, une petite illustration rapide, par exemple sur le premier critère, qui est le coefficient de perméabilité des sols, et donc qui fait en rapport la surface perméable avec la surface globale du terrain, bien sûr, hors voie d'aménagement, et qui peut, en améliorant ce coefficient, amener jusqu'à 15% d'augmentation de la surface de champ permise. La réalisation l'encouragement de la fixité et de la mixité sociale en injectant des composantes alternatives au niveau d'un certain nombre de produits. Si on a par exemple un programme de logement social, si la consistance du programme prévoit à hauteur de 50% d'autres composantes résidentielles de le programme, le promoteur aura droit à ces bonus. J'ai fait exprès de présenter ces expériences innovantes de Casablanca parce que sont la preuve qu'on est en mesure de faire des documents d'urbanisme adaptables
et que la question qui a été posée hier, lors de l'un des ateliers, quelle est la limite entre la flexibilité, la souplesse et le laxisme, eh bien, vous voyez que c'est des choses qui sont planifiées et qu'il n'y a pas des zones de non-droit en voulant être flexible et en voulant augmenter la capacité des documents à s'adapter. Bien sûr, c'est des expériences qui sont en pleine expérimentation, qui démarrent, etc. Il y aura des retours sur expérience, des évaluations par la suite, mais je peux vous dire que c'est déjà des prémices de ce changement de paradigme, ce changement de démarche dans le cadre des actes de planification. La question des échelles, on en a parlé. L'échelle métropolitaine aujourd'hui, qui est prise en compte relativement par les schémas directeurs d'aménagement urbain, mais faut-il encore accentuer, avoir des outils spécifiques pour ces échelles? C'est à niveau de ces échelles que des questions importantes, telles que l'articulation, par exemple, transport, planification urbaine, que le rapport du NMD, à juste titre, préconise avec force et même recommande de l'intégrer au niveau des missions des agences urbaines pour assurer cette corrélation. Et il y a, par exemple, l'échelle des centres ruraux émergents, où l'approche de planification doit être nécessairement, à mon sens, une approche programmatique. Dès le départ, parce qu'il y a une problématique de relance, de développement, d'asseoir une base économique pour ces centres. La gouvernance, aujourd'hui, je pense que le travail est en train d'être fait pour réduire le nombre d'acteurs, pour essayer de renforcer cette décentralisation, cette déconcentration, qui est aussi un choix de gouvernance franc et volontariste pour notre pays, la fixation des délais et surtout les arbitrages. Si aujourd'hui les délais se prolongent, à mon sens, c'est parce que les instances d'arbitrage ne sont pas toujours claires et ne fonctionnent pas toujours comme il faut. Donc prévoir des instances d'arbitrage pour pouvoir mettre en cohérence les points de vue des acteurs et les mécanismes d'équité foncière à prévoir aussi au niveau de la gouvernance. Et aujourd'hui, je pense que les territoires doivent disposer d'un outil de gouvernance clair en la matière, des établissements forts qui peuvent matcher les trois fonctions essentielles, la planification stratégique, l'accompagnement de l'investissement et la veille territoriale. Pour la mise en œuvre, cette question de captage de la plus-value générée par l'urbanisation, je pense aujourd'hui, se pose avec force. Et je pense aujourd'hui, personnellement, qu'on ne peut plus faire l'économie de ces dispositifs, qu'il faut renforcer et qu'il va falloir réinjecter les valeurs ajoutées qui sont dues à une simple intervention de l'administration dans le financement de l'urbanisation. Ça peut être sous forme d'ouverture à l'urbanisation, comme ça peut être sous forme d'aménagement urbain qui augmente sensiblement les valeurs foncières et immobilières dans un secteur. Il y a aussi le nécessaire questionnement sur les prérequis d'ouverture à l'urbanisation. Si on ouvre à l'urbanisation, c'est selon quels prérequis? En associant ça aux études de faisabilité et aux études d'opportunité nécessaires. Ça englobe les ouvertures classiques, comme ça peut englober le développement des villes nouvelles et des pôles urbains. L'innovation, je pense qu'un effort important est fait à tout azimut en faveur d'une transition numérique de nos territoires. À ce titre, il y a un nouvel outil de planification qui a été expérimenté par le ministère au niveau de 3 territoires pilotes et qui apporte aussi une plus-value certaine, c'est celui des schémas de transformation numérique des territoires et qui consiste à planifier aussi cet aspect, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes d'outils et en termes de gouvernance. Aujourd'hui, le rôle de la data urbaine est des centres du dispositif.
Aujourd'hui, toutes les couches nécessaires à la planification urbaine doivent inéluctablement être fournies pour pouvoir tendre vers une planification urbaine éclairée, à commencer par le foncier jusqu'aux les couches les plus évoluées. Et à ce titre, il y a une expérience qui a été entamée par la direction de l'urbanisme il y a, je pense, 5 ans. C'est celle de la modélisation de l'extension urbaine. Et c'est des outils extrêmement importants qui peuvent nous renseigner, nous fournir des simulations de cartes d'occupation du sol à l'horizon 2050, qui nous permettent de traiter à travers ces genres d'outils des questions complexes, comme par exemple la mixité des fonctions, la nature des voisinages, la proximité entre les bassins de vie et les nœuds de transport public. Et à ce moment-là, ça devient des domaines extrêmement technologiques, extrêmement techniques. Et à mon tour, j'interpelle cette communauté d'ingénieurs à franchir ce domaine aussi, parce qu'il fait de plus en plus appel à une technicité pointue dans toutes ses facettes, que ce soit en termes de planification qu'en termes de mise en œuvre. J'ai choisi de terminer avec cette image, un petit clin d'œil à Agadir. Vous allez me permettre ce luxe. Ça, c'est un des premiers chantiers de reconstruction du Maroc indépendant. L'image, elle n'est pas très... il y a 3 ans. Récent. C'est cette belle baie, et c'est là où l'ingénierie nationale s'est déployée. Toutes les forces vives de la nation ont contribué à réussir ce projet qui a été, comme j'ai dit, un des premiers projets de reconstruction de le Maroc indépendant. C'est une source de motivation pour aller de l'avant sur la construction collective de notre pays sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Que Dieu l'assiste. Merci beaucoup.